Bonsoir à tous. Coup de projecteur dans Église du Monde sur l'Italie, vous le savez, frappée ces derniers mois par plusieurs tremblements de terre, dont celui du 24 août dans la région d'Amatrice, qui a fait près de 300 victimes. Alors comment les populations touchées se relèvent? Nous reviendrons aussi sur un autre séisme politique cette fois, avec la démission début décembre du président du Conseil, Matteo Renzi, après la victoire du non au référendum constitutionnel qu'il soutenait. Alors, quel avenir politique se dessine pour le pays, puisqu'il y aura des élections en 2018? Et puis, nous n'oublierons pas la question préoccupante des migrants face à l'afflux de milliers de personnes sur les côtes italiennes. Comment l'Église est-elle au service des plus fragiles? Et enfin, nous parlerons des catholiques italiens. Comment se mobilisent-ils sur des questions qui traversent la société, comme par exemple la fin de vie revenue dans l'actualité italienne ces derniers jours? Eh bien, on fait le point sur toutes ces questions avec notre invité, Francesco Mastro Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes italien, vous vivez en France depuis 2 ans, vous êtes historien de l'art. On va revenir avec vous un petit peu sur toutes ces questions qui touchent votre pays. Alors, je précise qu'on ne va pas parler du Vatican, de l'État du Vatican, mais bien de l'Église italienne, dans ce pays à 80% catholique. On précise quand même que le pape est le chef de l'Église universelle, bien sûr, mais son premier titre, c'est évêque de Rome. Et le 2 mars, il a rencontré les prêtres de Rome qui étaient réunis dans la cathédrale Saint-Jean de Latran pour marquer le début du carême. Ce qui me fait dire, quels sont selon vous, comment est-ce que vous observez, vous, les liens que le pape peut avoir en tant qu'évêque de Rome avec ses prêtres? Il faut dire déjà que c'est le pape François qu'au début de son mandat, il s'est défini évêque de Rome, oui, c'est vrai. avant que pape. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une relation qui est devenue de plus en plus faible, parce que le fait d'avoir des papes étrangers a affaibli ce lien avec l'Italie, où c'est plutôt la conférence des évêques italiennes qui a une influence sur l'Église italienne et aussi sur le débat de la société. La grande différence avec la France, on sait la France est un pays laïque, il y a une loi qui a créé la séparation entre l'Église et l'État. En Italie, c'est pareil, c'est un État laïque, mais il y a quand même des accords qui permettent de faire entrer un peu les religions à l'intérieur du débat politique italien. D'accord, dans l'espace public. Alors on revient sur ces actualités difficiles qui ont touché votre pays, plusieurs séismes ayant frappé le centre de l'Italie depuis le mois d'août dernier, je le disais, avec celui d'Amatrice qui avait fait plus de 300 victimes. Et les dégâts matériels aussi qui sont considérables. Leur montant s'élèverait à plus de 23 milliards d'euros. Alors voilà, on a du mal à imaginer, on a bien sûr vu des images de ce qui s'est passé, mais nous avons rencontré le père Gaetano Saracino, qui est italien. Depuis quelques mois, il est en mission auprès de la communauté catholique italienne de Paris. Et lors du tremblement de terre survenu en 2009 à L'Aquila, il avait mobilisé ses paroissiens à Rome pour aider les victimes. Depuis les séismes qui ont frappé ces derniers mois le centre du pays, il vient aussi en aide aux familles touchées. Alors, quelles actions a-t-il engagées et comment les populations sinistrées se relèvent? On écoute sa réponse recueillie par Pier Francesca Graviani. Actuellement, à la mission catholique italienne de Paris, à l'occasion du carême, nous avons décidé de lancer une collecte pour adopter une famille d'Accumuli, un petit village à côté d'Amatrice, pour les aider à se relever d'un problème. Ils ont été évacués de leur maison qui était restée debout, mais considérée par les sapeurs-pompiers comme étant inhabitable. Et dans cette maison, il y a des personnes âgées et des bébés. Donc on a là un exemple de famille traditionnelle où cohabitent tous ensemble des générations. Ils se sont donc retrouvés du matin au soir avec un problème. Nous, depuis Paris, nous voulons aider cette famille, justement pour éviter cette transhumance, on pourrait dire cette déportation forcée, comme ça a été le cas dans beaucoup d'endroits. Nous avons la possibilité de les héberger dans un ancien agritourisme transformé en habitation. Même les autres missionnaires scalabriens présents en Italie, ceux de Loreto en particulier, sont devenus des animateurs pastoraux d'une partie de ces personnes déplacées sur les côtes de l'Adriatique et installées dans des hôtels. Dites-nous un petit peu, alors, quelle est la situation des populations qui sont touchées? On a du mal à voir ce qu'elles vivent. Oui, c'est une situation difficile. Depuis quelques années, on vit
une situation de plus en plus difficile, a priori pour une cause géologique, c'est-à-dire il y a un changement géologique en Italie qui a causé plusieurs séismes. On rappelle le séisme d'il y a quelques années, un peu plus au nord de l'Italie, vers la ville de Modène. Puis on a eu en 2009 le grand séisme de l'Aquila. Et puis encore, cet été, cet automne, deux séismes très graves qui ont complètement détruit de villes au centre de l'Italie. Villes comme Amatrice, Onorcia, sont des villes au niveau artistique très importants. Ils sont un peu le corps de l'Italie. Il y a un patrimoine. Il y a un patrimoine un peu typique, des villages en pierre au sommet des collines, avec des églises et un patrimoine culturel et historique très important. Il faut dire qu'il y a des populations qui ont recommencé la reconstruction et qui ont repris leur maison, mais on a encore des populations qui vivent dans des hôtels, par exemple. D'accord. Et c'est toujours difficile parce que les conditions matérielles, c'est-à-dire économiques, mais aussi techniques pour la reconstruction, ne sont pas si simples pour la conformation du territoire et des maisons. Donc, il s'agit de travaux qui demandent plusieurs années, aussi un investissement qui n'est pas simple, pour différentes raisons. D'abord pour la raison de la dette italienne, aussi de paramètres de déficit qu'il faut respecter. Donc, même si on a l'argent, on ne peut pas le dépenser tout de suite pour ces urgences. D'accord. Donc pour l'instant, ça reste... Ça reste encore une situation qui est en train d'évoluer, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Et alors il y a aussi des conséquences économiques qui sont très, très dures. Oui, c'est clair qu'il s'agit de régions, par exemple, il y a quelques années, quand il y a eu ce séisme au nord de l'Italie, vers Modène, etc., où il y a des industries, où il y a aussi la production de fermes, par exemple du fromage ou d'élevage de vaches. Et il fallait aussi reconstruire le tissu de la production. Là, il y a eu un effort de tous les habitants, de tous les Italiens, aussi des associations, afin de trouver de l'argent, mais aussi les outils pour pouvoir aider ces populations à reconstruire leur capacité productive. Et grâce à cette capacité productive, après, de autoproduire l'argent qu'il fallait aussi pour reconstruire les maisons et les villes. D'accord. Et l'Église a été mobilisée L'Église est toujours mobilisée. Il y a eu aussi des quêtes spéciaux pendant la messe, par exemple, qui étaient adressées aux populations qui ont subi le séisme. Il y a eu l'engagement des diocèses, mais aussi l'engagement de Caritas Italia, afin de organiser des journées dédiées et aussi des groupes de personnes qui pouvaient aller comme bénévoles pour pouvoir aider les populations dans toutes les activités qu'il fallait faire. Et on vient de le voir sur ces images, le pape qui s'est rendu aussi à Amatrice comme geste fort évidemment pour aller voir les victimes. Le pape qui a fait envoyer des personnes, des émissaires qui se sont rendus fin février à Amatrice et Ascoli pour acheter de la nourriture et un tracteur à des petits producteurs qui avaient été frappés par la crise en raison du séisme, et ces produits qui ont été distribués aux pauvres au Vatican. Donc on sent que ces régions-là, elles vont mettre beaucoup de temps à se relever finalement. Oui, il faudra beaucoup de temps. Je pense que le fait d'être proche à ces populations est bien évidemment quelque chose qui est dans l'âme du pape, et aussi le fait que ces villes sont très proches de Rome. Beaucoup de Romains ont origine de ces villes, ou encore la maison des parents dans ces villages, donc ils sont directement concernés. Il faudra du temps parce que, par exemple, la ville de l'Aquila a été tellement touchée, et il fallait décider comment on va reconstruire. Et aujourd'hui, l'Aquila, est-ce qu'elle est reconstruite d'ailleurs ? Il y a des monuments, des églises qui ont été reconstruites par l'intervention de l'État et de fondations, des investissements étrangers aussi, des maisons aussi qui ont été reconstruites. Mais le gros de la ville, le centre historique, est encore en situation de difficulté, de danger, on ne peut pas accéder. D'accord. Il y a la volonté de reconstruire, mais comment ? Une partie des habitations a été reconstruite, faite à nouveau, il faut dire. Donc il y avait l'idée du gouvernement à l'époque de recréer une nouvelle ville. Et aujourd'hui, par contre, les habitants ils vont récupérer l'ancienne ville. Alors il faut comprendre aussi comment il faut intervenir. Il y a plusieurs experts, les universités aussi, qui organisent des chantiers, des études, des recherches afin de comprendre comment on peut intervenir, reconstruire ce qu'on peut reconstruire et tenter de mélanger avec de nouvelles constructions qui permet effectivement après de vivre. D'accord. Plus résistante aussi. Alors, on parlait du patrimoine et notamment d'églises. Il y a la basilique San Benedetto à Norcia qui a été détruite. Il y a eu beaucoup d'églises endommagées. Je ne peux
je ne sais pas dire vraiment combien d'églises ont été touchées. C'est vrai que le centre d'Italie a beaucoup d'églises, d'églises historiques, qui sont liées un peu à l'histoire du christianisme et aussi de la foi en Italie. Dans ce cas-là, je pense comme a été le cas, par exemple, de l'église de la basilique de San Francesco d'Assisi, qui a été touchée par le séisme en 1997 et qui a été reconstruite parfaitement. D'accord. Je pense que là, par exemple, pour ces églises et pour les monuments les plus importants, il y aura l'idée de reconstruire de la même façon dans le même lieu. D'accord, sur des bâtiments spécifiques. Oui, tenter de profiter, si on peut dire comme ça, de cette opportunité pour utiliser les nouvelles technologies afin de mettre en sécurité ces bâtiments et d'empêcher de nouveaux séismes. Parce qu'on sait que le centre d'Italie est une région qui peut être touchée, et de plus en plus, elle sera touchée. Donc on tente aussi de mettre ensemble les technologies qui peuvent nous aider à prévenir et en même temps reconstruire pour avoir à nouveau le patrimoine artistique de l'Église et de l'Italie. Alors on va parler à présent de la crise politique aussi que traverse l'Italie, ou l'a traversée en tout cas début décembre avec la démission du président du Conseil, Matteo Renzi, après la victoire du non au référendum qu'il a porté. Oui. Et ce référendum visait à faire passer une réforme constitutionnelle pour accélérer le processus législatif, pour réduire le pouvoir du Sénat, donc moins de débats parlementaires, etc. Voilà, dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui, on en est où? C'était une réforme constitutionnelle importante parce qu'il y avait 40 articles environ qui devaient être changés, concernant notamment l'articulation de l'État et la fonction législative, mais pas seulement. Ce qu'on peut dire, c'est que la victoire de non, c'était probablement à cause d'une erreur du gouvernement et notamment du président du Conseil, Matteo Renzi. Même s'il y avait des débats précis intéressants sur le référendum, sur le changement de la Constitution, il a voulu pousser la communication sur sa politique, sur sa figure, sur sa personne. Donc, la plupart des gens ont voté non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa politique. C'était une erreur. Il avait promis qu'il donnait ses démissions s'il n'avait pas la victoire à ce référendum. Et donc, il a tenu sa parole et il a quitté le gouvernement. Donc, il a été remplacé. Il a été remplacé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni. Et aujourd'hui, c'est une situation stable, le gouvernement est en train de travailler et d'agir, mais aussi un peu difficile parce qu'après, fin janvier, il y a eu l'accord constitutionnel qui s'est prononcé concernant la loi électorale et a jugé inconstitutionnelle une partie de la loi électorale. Donc en ce moment, on a une loi électorale proportionnelle pure, tandis que le gouvernement Renzi voulait approuver une nouvelle loi électorale afin de donner plus de force au gouvernement. C'est-à-dire qu'avec l'actuelle loi électorale, c'est difficile que l'année prochaine, un parti puisse avoir la majorité de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc il y a déjà des travaux parlementaires afin de rassembler plusieurs partis afin de pouvoir assurer une majorité pour les élections de 2018. D'accord. Mais ce n'est pas simple parce que Matteo Renzi, qui a eu un gouvernement fort, a fait des réformes, a eu la majorité de l'Assemblée nationale, mais aussi cassé un peu son parti, a imposé une vision de la politique qui n'était pas toujours la vision du Parti démocrate. D'accord. Donc à ce moment, il y a un débat à l'intérieur entre une composante plus modérée, qui souvent se rapproche de la composante catholique, et un parti plutôt socialiste qui était contre Renzi. Et à ce moment, donc, il y a... cette partie essaye de comprendre quelle est sa place. S'il préfère sortir du Parti démocrate, donc fonder un autre parti et profiter de la loi proportionnelle afin de s'affirmer à l'Assemblée nationale, ou bien de rester à l'intérieur du Parti démocrate, mais d'équilibrer la politique, de la porter un peu plus vers la gauche. D'accord. Donc vous parliez des catholiques qui sont aussi mobilisés en fait dans ce qui se joue en ce moment. Oui, c'est très important parce qu'il faut dire que la majorité du Parti démocrate en ce moment est la majorité de la composante catholique, où il y a des personnalités très importantes comme Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, l'actuel président du Conseil, mais aussi le ministre de la Culture, Dario Franceschini.
Et c'est justement le débat aussi à l'intérieur de la composante catholique qui sera très importante pour savoir qui sera le président du Parti démocrate dans quelques mois, et donc qui sera le candidat président du Conseil l'année prochaine. D'accord. Pour l'instant, il y a le ministre de la Justice qui s'appelle Orlando, qui a eu du succès à l'intérieur de son parti, et il pourrait être le prochain président du parti. À suivre donc. Oui. Et donc toujours en revenant à cette période autour du référendum constitutionnel, eh bien, dans les mouvements qui s'étaient engagés, il y avait celui de Génération et Familia, qui est l'équivalent de la Manif pour tous en France, qui avait pris clairement position pour ce non au référendum. Ce mouvement craignait que la réforme ne facilite l'adoption de certains projets de loi. Alors on écoute à ce sujet une responsable de Génération et Familia lors d'un meeting à Vérone, c'était le 26 novembre dernier. Je me demande, mais nous voulons la révision de la loi sur les adoptions, une loi qui dit que les adoptions iraient même aux célibataires, aux personnes du même sexe. Non. Voulons-nous une réglementation de location d'utérus? Non. Voulons-nous être dans un pays où moi on m'arrête parce que je suis ici à dire que chaque enfant a droit aîné d'une maman et d'un papa? Voulons-nous l'euthanasie? Voulons-nous les drogues légères? Voulons-nous le divorce express? Alors, le 4 décembre, nous voterons? Non. Voilà donc ce mouvement qui englobe évidemment une majorité de catholiques engagés. Les questions qui traversent la société en ce moment, quelles sont-elles? On a parlé de la question de la fin de vie, l'adoption par des couples homosexuels. Dites-nous un peu et comment ça se place dans le débat public. C'est un exemple justement du fait qu'à l'intérieur du débat sur le référendum, il y avait d'autres sujets, d'autres questions qui ne concernaient pas directement le référendum, mais qui concernaient plus en général la politique du gouvernement. Voilà. Et on l'a vu parce qu'il y a eu un grand rassemblement. Tous les partis politiques qui étaient contraires à ce gouvernement se sont rassemblés, même s'il y avait des idées différentes, pour voter non. Mais c'était un non contre la politique du gouvernement plutôt qu'un non contre la réforme constitutionnelle. Il faut dire que les partis politiques et les catholiques aussi sont intéressés notamment au problème du travail, qui est le problème le plus important. Le chômage à 11,8%, je pense. Donc, beaucoup de chômage chez les jeunes aussi. Oui, on a 40% de chômage parmi les jeunes, même s'il faut dire que les statistiques prennent la tranche d'âge entre 18 et 25 ans. Donc il y a beaucoup d'étudiants aussi parmi cette tranche d'âge. Donc il faudrait mieux analyser les statistiques aussi. Mais il y a d'autres débats aussi qui sont revenus à la une pendant ces jours, c'est-à-dire les questions éthiques concernant la fin de la vie, l'avortement. Il y a eu à ce propos justement la fin de la vie, le suicide ces jours-ci d'un DJ italien qui était devenu tétraplégique et aveugle après un accident, et il a recouru il y a quelques semaines au suicide assisté en Suisse. Alors ça a relancé le débat sur la fin de vie en Italie. Pour différentes raisons. D'abord parce que ce jeune, qui aimait aussi la musique et travaillait aussi comme DJ, s'est adressé directement à la presse, à travers des vidéos qu'il a fait dans des émissions italiennes, et après relancé dans les JT, et qui a adressé un appel directement au président de la République, afin d'approuver une loi sur la fin de la vie. Ça fait presque 20 ans qu'il y a ce débat, et notamment il y a quelques années, il y a eu 2 personnes qui, à cause d'une maladie, ont décidé d'arrêter leur vie. Et donc, ils sont partis donc dans un pays étranger dans ce cas-là, je pense non, qu'ils sont morts en Italie parce qu'ils ont refusé d'avoir d'autres médicaments et d'être soignés. Notamment, il y avait un cas d'une jeune fille qui, à travers sa famille, elle a décidé de ne plus se nourrir. Donc il y a eu un débat aussi sur c'est légitime poser fin à sa vie et comment on doit le faire. Dans ce cas-là, il a décidé d'aller en Suisse où il y a la permission de mettre fin à sa vie à travers ce qu'on appelle l'euthanasie. Le débat en Italie concerne plus que l'euthanasie, la fin de la vie, c'est-à-dire avoir des règles pour dire je ne veux plus être soigné si je suis dans des conditions où je pense que je ne suis pas vraiment un être humain, et donc à mon avis je veux mettre fin à ma vie. Donc ça c'est une question qui revient un petit peu sur la scène. C'est ce qu'on appelle le testament biologique.
Alors, le temps passe vite. On va, pour les dernières minutes de cette émission, revenir à la crise des migrants, des centaines de migrants qui arrivent chaque jour sur les côtes italiennes. Le pape s'y était rendu en 2013. L'île de Lampedusa, au large de la Sicile, est la porte d'entrée en Europe pour les migrants africains. Quel est l'accueil par les habitants de l'île? On écoute le point de vue du curé de Lampedusa, recueilli par Charles-François Brejon. Les habitants de Lampedusa ont été et sont généreux. Dans la théorie, on est tous très doués pour commenter les informations à la télé ou autour d'un bon repas, on parle des lois, des droits, des frontières. Mais quand les habitants de Lampedusa trouvent des migrants sous leurs fenêtres, des jeunes, des enfants, des femmes, alors ils ouvrent leurs portes, alors ils leur apportent de la nourriture, ils leur apportent des vêtements et sortent de chez eux pour leur parler. En fait, dans la vie concrète, ils ne peuvent qu'être généreux. Ils découvrent que l'accueil n'est pas quelque chose qui se fait en théorie, mais que c'est une rencontre entre des personnes. Les habitants de Lampedusa sont un peuple de la mer et cela, ils l'ont toujours fait. L'accueil fait partie de leur tradition. D'un autre côté, il voit aussi les problèmes que les migrants rencontrent en passant sur cette petite île, contraints de rester ici beaucoup plus longtemps que cela serait nécessaire. Ils ressentent que leur terre est devenue un peu petite, parce que personne ne migre pour venir à Lampedusa, mais on migre vers un lieu où il y a des perspectives. Lampedusa offre un premier accueil, mais n'est l'avenir de personne. Une réaction peut-être sur ce que venait de dire ce prêtre? Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une petite île où il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent. Pendant les dernières années, en 2016, il y a eu vraiment, je pense, 400 000 personnes qui sont arrivées sur cette petite île. Au début, il y a quelques années, c'était le rêve d'arriver en Italie. Aujourd'hui, l'Italie, c'est la porte de l'Europe. Et on peut vraiment parler d'un rêve européen, un peu comme le rêve américain. Pour différentes raisons, ces personnes arrivent ici, souvent de l'Afrique subsaharienne, par exemple. Et ils rêvent une vie, une meilleure vie. Elles sont disponibles aussi à marcher dans le Sahara, de traverser la mer, risquer la mort, mais ils veulent arriver ici. C'est quelque chose qui fait penser. Après, quand il y a, comme a dit ce prêtre, le rencontre avec les gens, on voit ces histoires, ben, on est touché forcément. Voilà, c'est concret, évidemment, pour la population. Parce qu'on ne parle pas de phénomènes migratoires, mais on parle de personnes, de jeunes qui ont besoin, qui sont comme nous, et qui recherchent seulement une vie de pouvoir vivre. Et en même temps, on perçoit bien ce que disait ce prêtre, qu'il y a une inquiétude, évidemment, des Italiens. C'est clair parce qu'on le voit, par exemple, dans les médias. Chaque jour, par exemple, dans les JT, on parle toujours de phénomènes de migration, d'arrivée de migration. Donc, on se demande comment on peut accueillir ces personnes, ce qu'on peut donner aussi, et comment on peut créer une intégration aussi culturelle. Il y a eu pas mal de débats. Il y a eu voilà, est-ce qu'il y a eu quand même des exemples d'intégration sur les années récentes, avec des familles qui arrivent, des personnes? Est-ce que les communautés chrétiennes accueillent, les paroisses? On a vu en Sicile, mais aussi d'autres régions d'Italie, où il y a des familles, par exemple, aussi des paroisses, des associations qui tentent vraiment d'aider ces personnes. Le pape qui avait demandé à ce que chaque paroisse accueille une famille. C'est vrai. Ça a été suivi, ça, en Italie? Je ne peux pas évaluer en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, pendant la période de Noël, un intérêt aussi de pouvoir héberger chez soi pour le repas de Noël des personnes qui étaient en difficulté, des migrants, aussi des personnes en difficulté déjà présentes dans la ville. Et voilà, il faut un peu attendre, suivre cette situation. Parce qu'on a d'un côté le problème, par exemple, de l'identification, de l'expulsion des migrants. Ce que le gouvernement italien a demandé, c'était d'avoir l'aide de l'Union européenne afin de pouvoir gérer la frontière maritime et aussi la gestion concrète et économique des centres d'accueil. Parce que c'est là qu'il faut accueillir les gens, a priori, je pense, pendant 2 mois, mais après, il reste 6 mois, 1 an. Parce qu'il faut vérifier leurs données et décider s'ils peuvent rentrer en Europe ou pas.
Donc ça crée des situations humanitaires compliquées. Très difficile d'un côté parce qu'on sait qu'il y a l'urgence liée au terrorisme et donc la nécessité de la sécurité de contrôler, mais d'autre côté on a des personnes qui sont emprisonnées et ils ne savent pas pourquoi, ils attendent plusieurs mois sans réponse. Vous, les Italiens dans votre entourage, comment est-ce que ça réagit face à cette question? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'au contraire c'est une acceptation? Je dois dire les deux. Il y a les deux. Ouais. Il y a une acceptation et la volonté d'aider parce qu'on peut se retrouver dans ces personnes-là pendant le passé et encore aujourd'hui. L'Italie est un pays de migration. Beaucoup d'Italiens décident de partir, aller ailleurs. Donc on se revoit un peu dans ces personnes. D'autre côté, on se pose aussi la question vraiment ce qu'on peut donner pendant une période de crise aux gens qui arrivent en Italie. Et plus en général en Europe, parce que souvent l'Italie est en passage pour aller ailleurs, mais d'autres pays européens n'ont pas toujours la volonté d'accueillir ces migrants. Et donc il doit rester en Italie. Comment on peut les aider? Il doit repartir dans d'autres pays. Récemment, l'Italie a essayé de reprendre le chemin de la coopération internationale, a signé un accord avec le gouvernement libyen, même si on sait que la Libye est encore en situation très difficile. L'Italie toujours a guidé un groupe de l'Union européenne afin d'avoir des accords avec d'autres pays de l'Afrique, afin de développer des politiques économiques et politiques qui peuvent prévenir la migration. D'accord, qui peuvent favoriser le fait que les personnes restent dans leur pays. Eh bien, on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Francesco Mastromonaco, pour votre éclairage sur l'Italie et son Église. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain.